C'est l'histoire de Jerel P. Quand il était jeune, il était ami avec quelqu'un d'assez intrigant. Et ensemble, ils faisaient partie d'un gang de rue appelé les Bad Boys. Le chef de ce gang allait devenir l'un des plus grands criminels que le pays ait jamais connu. Et Jerel allait devenir l'un de ses hommes les plus importants. Le chef de ce gang n'est autre que Ridwan Tari. Pendant des années, Jerel P a accompli les tâches les plus insensées pour Tari, ce qui l'a amené à vivre une vie de fugitif. Pendant des années, il a échappé aux forces de l'ordre néerlandaises, il a réussi à s'évader de prison, mais il a commis une erreur. Une grosse erreur. Jerel P était l'un des principaux administrateurs de Ridwan Tari, membre du super cartel. Tous deux se connaissent depuis très longtemps, depuis leur plus jeune âge, et faisaient partie du même gang de jeunes à Utrecht, les Bad Boys. Alors que Ridwan Tari est devenu l'un des plus grands contrebandiers du pays, Jerel est devenu son tueur à gages le plus précieux et le plus fiable. Si Tari voulait que quelque chose soit réglé, Jerel était souvent son premier interlocuteur. Le casier judiciaire de Jerel est chargé. Membre d'une organisation criminelle, fusillade et vol. L'un des actes dont Jerel a été accusé est ce qui est arrivé à Ronald Bakker, le 9 septembre 2015. Ronald Bakker était un employé d'un magasin d'espionnage à Nieuwegein. Dans ce magasin d'espionnage, on pouvait acheter toutes sortes d'équipements, tels que des traceurs, des téléphones PGP, des brouilleurs, des caméras et bien d'autres choses encore. Les forces de l'ordre étaient en train de monter un dossier contre un groupe qu'elles accusaient de préparer des véhicules de fuite, de l'armement et bien d'autres choses encore. Ce groupe était considéré comme le facilitateur de plusieurs missions menées aux Pays-Bas sur ordre de Tari. Deux suspects dans cette affaire s'étaient rendus dans le magasin d'espionnage où travaillait Ronald Bakker pour y acheter des articles. Les forces de l'ordre ont donc ordonné au magasin d'espionnage de leur remettre toutes les informations, tels que les reçus et les images des caméras. La boutique a été contrainte de coopérer avec la police dans cette affaire. Et cela a conduit à un événement très tragique. Le groupe de Tari a appris que le magasin d'espionnage coopérait avec la police et a pensé que c'était la raison principale de l'arrestation de certains de ses membres. Cela les a rendus furieux, car ils pensaient que le magasin les avait trahis. Cet événement montre l'acharnement de Tari et son choix extrême de répercussions sur quiconque le trahit. Dans un moment de stress, les messages PGP révélés montrent que Tari a complètement exagéré la situation. Il pensait que les employés de la boutique d'espionnage avaient pointé du doigt des personnes. Puis il a même suggéré que les employés de la boutique espionnaient ces hommes à sa place. Il a même affirmé que ces employés avaient placé des traceurs et des micros dans les voitures de ces hommes. Les rumeurs sont devenues de plus en plus folles. En réalité, rien de tout cela n'était vrai. Le magasin d'espionnage a été contraint de coopérer. Il n'avait pas le choix. Et jusqu'à présent, il n'avait partagé que des images de caméra et des reçus. Rien de plus. Cependant, l'esprit malin de Ridwan Tari a immédiatement imaginé des répercussions. Des messages PGP ont révélé qu'il voulait tirer avec un bazooka sur le magasin. Dans un premier temps, il a proposé de le faire la nuit, ce qui enverrait un message suffisant. Mais Tari ne serait pas Tari s'il ne décidait pas de passer à la vitesse supérieure. Il fallait que cela se passe en plein jour, avec des gens à l'intérieur du magasin. Ce serait un message très fort, selon lui. Personne n'oserait plus jamais le dénoncer. Il pensa même à lancer des pommes, comme il les appelait, un surnom pour les grenades. Mais cela n'aurait pas suffi. C'est là que Jerel P entre en jeu. Le 9 septembre, Ronald Bakker rentre chez lui, après une nouvelle journée de travail au magasin. Ne se doutant de rien, il arrive chez lui vers 18h20. Sa femme l'attendait et l'a entendu s'arrêter. Un jeune témoin à vélo a vu un homme vêtu d'un blouson de motard noir et portant un casque se diriger vers la voiture de Ronald. Et ils se sont même regardés dans les yeux pendant une seconde. Cela n'a pas troublé l'homme, qui s'est acharné sur Ronald Bakker, toujours assis dans sa voiture et qui n'avait aucune chance de s'en sortir. L'homme a enfourché sa moto et s'est enfui à toute vitesse. Sa femme a entendu les coups de feu et le bruit de la moto qui partait à toute allure. En regardant par la fenêtre, elle a vu ce qui venait d'arriver à son mari. L'homme à moto a été identifié plus tard comme étant Jerel P par la police. La femme et les enfants de Ronald ont eu le cœur brisé. En apprenant le motif possible, ils se sont sentis encore plus tristes.
car Ronald ne faisait que son travail et a fait ce que les forces de l'ordre l'obligeaient à faire. Il n'a rien fait de ce que Tari a prétendument pensé. Un autre incident intéressant et qui soulève des questions est ce qui s'est passé dans la nuit du 9 au 10 décembre 2016. Jerel avait promis à 2 criminels un emploi bien rémunéré. Ces 2 hommes étaient Eduardo P., âgé de 28 ans à l'époque, et Shernon B., âgé de 35 ans à l'époque. Eduardo P. connaissait Jerel par le biais de la vie nocturne et de la pègre, dans laquelle il était actif depuis un certain temps. Il pensait être un bon ami de Jerel, parce qu'il venait souvent dîner chez lui, quand la mère de Jerel faisait la cuisine. Eduardo P. en avait fini avec la pègre, mais comme il était ami avec Jerel, il a fait confiance à l'emploi lucratif qu'il lui proposait, et a décidé d'y participer. Cela l'a également aidé à rembourser les dettes qu'il avait encore auprès de certaines personnes. Au départ, Eduardo pensait qu'il s'agirait soit d'une arnaque, soit de sortir quelques kilos de conteneurs dans le port de Rotterdam, ce qui n'aurait pas été un problème pour lui. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était tout à fait autre chose. Cette nuit-là, Eduardo et Shernon rencontrent Jerel à Utrecht. Jerel a ordonné aux 2 hommes de laisser leurs Blackberries PGP dans la voiture, les a fouillés pour vérifier qu'ils n'avaient pas d'armes et leur a demandé de s'asseoir dans l'Audi A6 volé qu'ils conduisaient. Les 2 hommes ont apporté des gants et des cagoules pour le travail qu'ils étaient censés effectuer et étaient prêts à passer à l'action. Jerel s'est mis en route. Il s'est dirigé vers Noorderloos, une région très isolée avec de nombreux champs et pas vraiment un endroit où on se retrouverait au milieu de la nuit, puisqu'il n'y avait pas de lumière. Jerel a garé la voiture et a demandé aux hommes de descendre. Après une brève conversation, Jerel a soudain sorti une arme de sa ceinture et a atteint Eduardo à bout portant au visage, à l'épaule et au torse. Shernon B. a immédiatement couru dans les champs et a sauté dans un fossé. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, il avait déjà reçu 6 balles dans le dos, l'épaule et la hanche. Jerel pensait que sa mission avait réussi. Il est remonté dans sa voiture et est reparti. Ce n'est qu'une heure plus tard qu'un innocent passager circulant sur cette même route a vu quelque chose qui traînait dans l'herbe. Il décida de garer sa voiture pour jeter un coup d'œil. Au début, il n'a vu qu'un seul des 2 hommes. Le passager a immédiatement appelé les services d'urgence. L'ambulance et la police sont arrivés assez rapidement. Ce n'est qu'après avoir examiné les lieux qu'ils sont tombés sur un autre homme allongé dans l'herbe. Et apparemment, les 2 suspects avaient survécu. Une fois l'enquête sur le suspect entamée, la police a montré aux 2 victimes une photo de Jerel. Elles l'ont toutes 2 identifié comme étant le coupable. Eduardo a déclaré plus tard au tribunal qu'il s'était senti trahi par Jerel. Il a déclaré « J'étais un bon ami à lui. Je le considérais comme un membre de la famille. J'ai même mangé chez sa mère. J'espère qu'il se fera prendre pour qu'il ne puisse pas faire ça à quelqu'un d'autre et que je puisse clore ce chapitre. » Le mobile de cet incident n'a jamais été confirmé, mais le fait que ces 2 personnes soient encore en vie est incroyable. Cet événement a montré à quel point Jerel est un homme de sang-froid. Selon vous, quelle est la raison qui l'a poussé à agir de la sorte? Dites-le moi dans les commentaires, car je suis curieux d'entendre vos raisons. Après cet incident, Jerel s'est immédiatement réfugié au Suriname. Ce petit pays d'Amérique du Sud est une cachette que Jerel aime souvent visiter. Les autorités néerlandaises ont immédiatement informé la police du Suriname. Jerel n'avait absolument pas l'intention de se cacher au Suriname. Il a continué à vivre sa vie et à participer à des fêtes. Malheureusement pour lui, une fête à laquelle il participait à Paramaribo allait être sa dernière pour un certain temps, car il a été arrêté en mars 2017. C'était seulement 3 mois après qu'il ait fui les Pays-Bas. Le Suriname était au courant de ses antécédents et l'a placé dans une prison de haute sécurité à Paramaribo. Mais je suppose qu'elle n'était pas aussi sûre après tout. 2 semaines à peine après son incarcération, les choses ont terriblement mal tourné. Jerel avait un rendez-vous avec son avocat, qui devait avoir lieu hors de sa cellule, dans une petite pièce. Après une brève conversation dans la pièce, Jerel a dit qu'il avait vraiment besoin d'aller aux toilettes. Il a été autorisé à le faire. Mais lorsqu'il est revenu dans la pièce, il était en possession d'une arme. Il a menacé d'une arme l'agent de sécurité et a réussi à s'enfuir de la prison. Juste à l'extérieur de la prison, une voiture l'attendait pour s'enfuir. Cette affaire n'était pas seulement regrettable pour la police néerlandaise, qui attendait son extradition, elle était aussi très embarrassante pour la prison et la police du Suriname. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui a caché l'arme de Jerel dans les toilettes, mais c'est probablement son avocat qui l'a fait. Quoi qu'il en soit, Jerel est redevenu un homme libre et a été introuvable pendant des années.
Ce n'est que 4 ans plus tard que Jerel réapparaît. Interpol au Brésil a été informé par la DEA américaine que Jerel se cachait à Rio de Janeiro, une ville de près de 7 millions d'habitants. La police brésilienne n'a reçu que très peu d'informations, mais a tout de même ouvert une enquête. Après des recherches plus approfondies, la police a pu réduire la zone dans laquelle Jerel pourrait se trouver. Mais avec les nombreux gratte-ciel et les centaines de milliers d'habitants de cette zone, c'est une aiguille dans une botte de foin qu'il faut chercher. La police a expliqué à un journaliste néerlandais que Jerel menait une vie très secrète, ce qui est très différent de son mode de vie au Suriname, où il faisait la fête. Elle a donc pensé qu'il serait judicieux de sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible dans la région, sachant que Jerel pourrait se cacher parmi elles. Des vendeurs de rue aux employés des hôtels et des complexes résidentiels, en passant par les médecins, tout le monde est concerné. Ce sont souvent des personnes qui travaillent au même endroit depuis longtemps, et qui connaissent bien les gens qui y viennent. Ce qui leur permet de repérer immédiatement quelqu'un d'étrange. Après 3 mois de recherche, la police a trouvé un immeuble dans lequel Jerel vivait. Mais comme s'il l'avait senti venir, Jerel a soudainement déménagé dans un autre immeuble, à 10 km de son ancien bâtiment. La situation est restée calme pendant des semaines. La police continue de diffuser activement sa photo auprès des habitants de la rue, des agents de sécurité et des employés des magasins. Puis tout à coup, un agent de sécurité qui travaillait dans le nouvel immeuble où vivait Jerel a informé la police qu'il avait plus d'informations. La police brésilienne a immédiatement mis en place un plan pour l'attraper. Mais c'était encore difficile parce que Jerel n'avait rien commandé, qu'il n'avait jamais utilisé son propre nom et que l'appartement avait été loué au nom de sa petite amie. La police n'avait aucune idée de l'appartement dans lequel il résidait parmi les centaines que compte l'immeuble. Les images de la salle de sport ont confirmé qu'il vivait dans l'immeuble, mais il leur fallait maintenant son numéro d'appartement. Le 7 juillet 2021, la police a eu recours à une tactique astucieuse. Elle demande à l'employé de la réception de l'immeuble d'appeler chaque appartement en prétextant qu'il teste les lignes téléphoniques. Jerel P décroche le téléphone et la police confirme qu'il s'agit bien de lui grâce à son accent étranger. Le numéro de l'appartement et la présence de Jerel P ayant été confirmés, la police a immédiatement décidé d'agir. Elle a demandé à un employé de l'immeuble de sonner à sa porte. Dès que Jerel a ouvert, la police est entrée dans l'appartement et l'a immédiatement arrêté. Jerel a été totalement surpris et n'a même pas pu se débattre. Il est actuellement incarcéré à la prison brésilienne de Bangu, dans l'attente de son extradition vers les Pays-Bas. Jerel P était le tueur à gages le plus important de Tari. Il a effectué de nombreuses missions pour lui, la plupart du temps avec succès. On ne sait toujours pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait à Eduardo et Shernon. Cela ne sera probablement jamais révélé. S'il avait réussi, il aurait pu être encore en liberté, car les recherches se sont intensifiées après cet événement. Jerel a été condamné par contumace aux Pays-Bas à 20 ans de prison pour ce qu'il a fait à Eduardo et Shernon. Le cas de Ronald Baker lui vaudra certainement une peine d'emprisonnement supplémentaire parmi les autres crimes pour lesquels il doit encore être condamné.